Youfi, Shana Tova à toutes et à tous. On est ici grâce à Midrash Yehuda Manito. On se retrouve pour écouter Ariel Assaf. Et tu veux nous parler du calendrier juif. Et en fait, c'est le deuxième volet, si je ne me trompe pas, d'une précédente conférence. Mechavod. Exactement. Donc, bonjour à tous et à toutes. Et en cette veille de Rosh Hashanah, on veut compléter notre étude sur le calendrier hébraïque. Et je voudrais qu'on parle aussi donc, des défis du calendrier juif dans le monde moderne. Mais j'ai juste quelques diaporamas pour compléter ce qu'on avait commencé l'autre fois et qu'on n'a pas fini. Alors, je lance partage d'écran, partage. Et, et c'est parti. Bien. Bon, alors bonjour à tous et à toutes, et je rappelle ce qu'on avait vu l'autre fois, hein, que le calendrier hébraïque est un calendrier à la fois solaire et lunaire. Les mois sont lunaires, puisqu'un mois, c'est une révolution de la Lune autour de la Terre, et un an, c'est une révolution de la Terre autour du Soleil. Il n'y a pas d'année, il n'y a pas de concept d'année dans les mois, dans le calendrier lunaire, et il n'y a pas, une année, c'est juste 12 mois, mais ça n'a aucune réalité. Et il n'y a pas de mois dans une année solaire, il s'agit juste de couper l'année en 12 parts égales, mais ça n'a ça ne répond à aucune réalité. Alors, on avait fini sur cette diaporama qui nous dit que Hillel Nessia, l'arrière-petit-fils de Hillel, nous a fixé un calendrier pour toute la durée de l'exil. Et donc, on n'est plus sujet au besoin d'avoir un Sanhédrin avec des témoins qui viennent témoigner de la nouvelle lune, ou d'un Sanhédrin qui va prendre en considération est-ce qu'il y a des agneaux pour le Corban Pessah pour décider s'il faut faire une année embolismique, ajouter un 13e mois ou pas. Tout ça, ça nous est fixé depuis de nombreux siècles par Hillel Nessia. Et il y a des règles dans le calendrier. Aujourd'hui, par exemple, on sait que les années embolismiques, les années où on ajoute un 13e mois, un Hadar Bet, un deuxième mois de Hadar, ce sont les années Goach Hadzat, la troisième année, la sixième année, il s'agit d'un cycle de 19 ans. Sur le cycle de 19 ans, la 3, 6, 8, 11, 14, 16 et 19 sont embolismiques. De la même façon, on sait que le Hadou Rosh, que Rosh Hashanah n'aura pas ni le dimanche, ni le mercredi, ni le vendredi. C'est qu'on a déjà des règles qui nous permettent de comprendre le calendrier et on peut avoir des calendriers qui nous donnent les fêtes un siècle en avance, 2 siècles en avance, autant qu'on veut. Tout ça, ça a déjà été calculé à l'époque. Bien que les Chachamim ont continué à faire des calculs en parallèle avec le calendrier préparé par Hillel Nessia. Et juste au passage, il y a eu d'autres calendriers dans le peuple juif. Par exemple, le calendrier de la secte de Qumran, eux ont un calendrier solaire. On a retrouvé leur calendrier, mais je ne parle pas de eux aujourd'hui. Et un autre sujet dont je ne vais pas traiter, c'est quel est le départ de notre calendrier. C'est quand on compte les années, où commence le début du compte. Tout le monde sait qu'on calcule d'après la création du monde. Aujourd'hui, on est en 5787 après la création du monde. Mais dans la Torah, on compte à la sortie d'Égypte. Plus tard, on a compté ce qu'on appelle Minyan Ashtarot. On a compté d'après le règne des rois hellénistiques. Donc, il y a eu différentes façons de démarrer la base du calendrier. Ça non plus, je ne m'étends pas là-dessus. Je rappelle juste et j'avance. Quand on a fait un calendrier avec du calcul, il pouvait y avoir des erreurs de calcul ou des régions qui n'avaient pas reçu le calendrier. Je vous rappelle par exemple que quand on est en Chutz Laaretz, on fait 2 jours de Yom Tov, on fait 2 jours de Pessah, 2 jours de Sukkot, parce qu'il y avait un problème que les Juifs en Babylonie ne recevaient pas à temps le message du Sanhedrin quand a été fixé le Rosh Chodesh qui fixait la fête.
Et donc, suite au doute, on fixait 2 jours. Aujourd'hui, bien sûr, le calendrier est fixé par calcul. On pourrait annuler le deuxième jour, mais les Chachamim ont dit que ce deuxième jour, dans la galoute, il doit tenir. Il y a plusieurs raisons. Ce n'est pas non plus mon propos maintenant. Mais on a par exemple un texte du Talmud qui nous raconte Lévi Ikla le Bavel. Lévi, qui est un rabbin d'Eretz Israël, arrive en Babylonie. Bechatzar Betishre, le 11 Tishré des Babyloniens. Amar Basim Tavshile de Bavlae, Yomad Rabba de Amarava. Ça sent bon le fumet des plats des Babyloniens hein, ce jour qu'est le Yom Kippour en Eretz Israël. Donc il y a eu un problème. J'ai mis à Rabbeinu Hananel qui essaie d'expliquer quel était le problème. Est-ce qu'ils n'ont pas été au courant qu'il y a eu un 30e jour du mois de Elul et donc Yom Kippour est décalé d'un jour? Ou alors c'est carrément un mois qui avait été ajouté et ils n'étaient pas au courant et ça a tout décalé. En tout cas, on peut arriver à une situation pareille où, d'après Lévi, en Eretz Israël, aujourd'hui c'est Yom Kippour, et il se rend compte que les Babyloniens ont déjà fait Yom Kippour hier, et aujourd'hui ils sont en train de se faire à manger et de cuisiner. Alors, une chose très importante dans le calendrier, l'établissement du calendrier hébraïque, c'est une prérogative des Chachamim d'Eretz Israël. C'est le Sanhédrin, quand il est à Jérusalem au temple, qui fixe le calendrier. Et on a une histoire incroyable dans le Talmud. Chez Yarad Hanina ben Achi Rabbi Yoshua la Gola, il y a une époque où il y avait un rabbin, Hanina ben, le neveu de Rabbi Yoshua, qui est allé en Bavel. Il a continué là-bas à faire ce qu'il faisait en Eretz Israël, c'est-à-dire fixer le calendrier. Alors, les rabbins d'Eretz Israël n'ont pas apprécié. Ils lui ont envoyé 2 messagers, Rabbi Yosef ben Keppar et le petit-fils de Zcharia ben Kvutal. Et quand ils sont arrivés en Mélanie, il a dit ah, regardez ces invités, ça, ce sont des gens de grande stature. Et après, au Beth Midrash, il y a eu des discussions. Lui disait kasher, eux disaient pas kasher. Enfin, ils sentaient la lacha pas comme lui. Il dit non, ça, c'est des gens qui comprennent rien à la lacha. Ils lui ont dit non, non, tu peux pas. Après que tu as dit que nous sommes des pointures de Talmidei Chachamim, tu peux pas nous remballer comme ça. Alors il leur demande mais comment ça se fait que si je fixe la lacha comme ça, vous dites le contraire? Et ils lui répondent quelque chose d'incroyable. Parce que tu continues à faire le calendrier quand tu es en Chutz Laaretz, c'est toi qui fixes des halachot qui sont fausses. Tu as entièrement dérapé dans ton métier de rabbin. Tu ne peux pas fixer le calendrier quand tu es en Chutz Laaretz. Et si tu continues, ben c'est pour ça que tes pisqués halakha, tes décisions de halakha sont fausses. Alors il leur dit, mais un instant, je ne suis pas le premier à avoir fait ça. Rabbi Akiva aussi, quand il était en Babylonie, il avait fixé parce que Rabbi Akiva a fait beaucoup de pérégrinations, on en avait parlé dans une autre conférence, que Rabbi Akiva s'est retrouvé en Afrique, s'est retrouvé en Europe, s'est retrouvé en Asie. Et là où il était, il fixait le calendrier. Et les élèves lui répondent, oui, mais Rabbi Akiva, c'était le plus grand. Et donc, quand il n'était pas à Jérusalem, il continuait quand même à fixer le calendrier parce que d'abord, il allait bien sûr rentrer en Israël et que c'était le plus grand rabbin de sa génération. Et Rabbi Hanina, qui n'a pas de fausse modestie, c'est une grande mida des Talmidei Chachamim. Être modeste, ça ne veut pas dire mentir et ne pas reconnaître sa valeur. Et il dit non, mais je sais que je suis le plus grand des Chachamim. C'est pour ça que j'ai continué à faire le calendrier, à fixer le calendrier comme le faisait Rabbi Akiva. Et lui dit oui, oui, c'est vrai qu'au moment où tu as quitté Eretz Israël, tu étais le plus grand des Chachamim. Mais depuis, il y en a d'autres. Il y avait des jeunes. Amrolo Gdaim Shehinachtan Asut Yashim. Les jeunes cabris que tu as laissés en Israël sont devenus des béliers. Et eux, ils ont des cornes. Eux, ils sont capables maintenant de se battre et de fixer la halakha. Vehem shigrunu etzlecha. Et eux nous ont envoyés en mission vers toi. On n'est pas par hasard arrivé maintenant en Babylonie. On est venu avec une mission très claire, de te dire d'arrêter de fixer le calendrier. Vechach amru lanu. Et c'est ce qu'ils nous ont dit. Le chou ve'imrulo. Allez en Babylonie et dites à Rabbi Hanina, le neveu de Rabbi Yoshua, Bishmenu, en notre nom, qu'il arrête de fixer le calendrier. Im shomea mutav. S'il obtempère, tout va bien. Ve'im lav yebenidouy. Sinon, on l'excommunie. Alors ça, c'est la plus grande des punitions qu'on peut donner à un Talmid Chacham. Le mettre en idouille, on ne lui parle plus, on ne le compte pas dans le minyan, il est retranché de la communauté. Ça, c'est quelque chose qu'on fait en dernière extrémité, surtout pour un Talmid Chacham.
Ça montre la gravité de ce que les Chachamim d'Eretz Israël ressentent dans le fait qu'il est en train de fixer le calendrier. Et en plus, et dites à nos frères dans la Gola, si vous comprenez, si vous acceptez que c'est nous, le Sanhedrin d'Eretz Israël, qui fixons le calendrier, ça marche. Si vous refusez de nous obéir, il y a Alulahar, montez sur la montagne la plus proche, Achia Yivne Bisber, construisez-vous un hôtel, Hanania Inagen Bekinor, Hanania qu'il joue de la musique, Bechapru Kulam, et reniez tous le Dieu d'Israël, Veyomru En Lem Chelek Belo Israël, et annoncez, nous quittons la religion d'Israël, et nous faisons une nouvelle religion sur les montagnes de Babylone. C'est vraiment très très grave le fait que de fixer le calendrier en dehors d'Israël, en dehors de Jérusalem. Miyad gaou kol ha'am b'pchia, et alors tous se sont mis à pleurer. V'amrou chaz v'shalom, non certainement pas. Yesh lanu chelek belo Israël, nous sommes partie intégrante du peuple d'Israël. Et termine le Talmud. Et pourquoi c'est tellement important que le calendrier soit fixé par les Chachamim d'Eretz Israël? Parce qu'il est dit qu'Imitzion tetze Torah udvar Adonai Yerushalayim. La Torah sort de Tzion, de Jérusalem, pas de Babylonie, pas de New York, pas de Paris. La Torah, elle est à Jérusalem. Et c'est donc les décisions qui concernent l'ensemble du peuple juif, par exemple le calendrier, ne peuvent être prises que par le Sanhedrin en Eretz Israël. Alors, on se rapproche maintenant de notre époque et des défis modernes. Et je voudrais juste rappeler qu'en 921, il y a eu un grand problème. De nouveau, la même chose. Le Gaon à l'époque, ça veut dire le chef de la yeshiva principal. Donc, le Gaon d'Eretz Israël, le chef de la yeshiva, de la Kamidit talmudique en Eretz Israël, le Gaon Rabbi Aaron Ben Meir, il a fixé son calendrier. Il avait fixé que les mois de Cheshvan et de Kislev n'auraient que 29 jours. Suite à ça, Pessah devait tomber le dimanche et Rosh Hashanah devait tomber le mardi. Mais le calcul du Gaon de Bavel, le Rosh Hashiva de Bavel, Rab Saadia Gaon, qui était un géant de la halacha, pour lui, il n'y avait pas ces 2 mois qui étaient avec un jour ajouté. Et donc, Pessah tombait le mardi au lieu d'être le dimanche. Rosh Hashanah le jeudi au lieu d'être le mardi. Donc, c'est très grave. Il y avait 2 jours de décalage entre le calendrier fixé par l'exilarque, le chef de la, pas l'exilarque, le Gaon, le chef de la yeshiva de Bavel, Rab Saadia Gaon, et le Gaon de la yeshiva d'Eretz Israël. Et là, ça a été terrible parce qu'il y a eu un schisme dans le peuple juif. Et jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord, il y avait les juifs qui allaient d'après Rab Saadia Gaon, les juifs qui allaient d'après Rabbi Aaron Ben Meir. Et selon la communauté aux étiers, vous avez Yom Kippour le jour A ou le jour B. Et c'est très important parce que ça veut dire que si vous allez d'après le calendrier du Gaon Ben Meir, eh ben, les gens qui vont d'après le calendrier de Saadia Gaon, ils mangent du Chametz à Pessah. C'est Chayav Karet, c'est la chose la plus grave dans le calendrier juif. Vous mangez à Kippour, Chayav Karet. Et encore plus grave que ça, c'est que ça divise le peuple juif en deux courants. Mais finalement, ils ont réussi à faire la paix et après un certain temps, on a réunifié le calendrier. Mais c'est de nouveau important, c'est cette volonté de dire d'où se fixe le calendrier. Est-ce que c'est Rab Saadia Gaon qui est le plus grand des sommités rabbiniques d'Israël, ou est-ce que c'est le Gaon Ben Meir qui est peut-être moins important, moins grand en Torah que Rab Saadia Gaon, mais qui est le Gaon de la yeshiva d'Eretz Israël où on fixe le calendrier. Voilà, alors ça c'était l'histoire. Là, j'ai fini mon historique du calendrier. J'ai expliqué les rouages du calendrier. J'ai expliqué comment on a fixé, Hillel Messiaen a fixé le calendrier. Mais on a continué à faire des calculs en prenant son calendrier comme base. Mais les Rachamim ont continué à faire des calculs. On a vu qu'au Xe siècle, il y a eu un schisme sur ce sujet-là. Et maintenant, j'arrive à quelque chose qui n'avait pas une grande importance dans les temps anciens, où chacun vit sa vie dans son village. On fait des fois un voyage à Jérusalem, on monte en pèlerinage, on fait des fois, si on est marchand, alors on va aller sur la route de la soie ou la route des épices, faire du commerce, mais en gros, on ne fait pas des distances faramineuses, et même si on les fait,
on les fait très lentement. On va à dos de chameau, on va à dos d'âne, on va à cheval. Euh, on n'a pas le problème qu'on a aujourd'hui, qui est le décalage, le jet lag qu'on connaît tous quand on prend l'avion. On prend l'avion à Jérusalem et on descend de l'avion à New York et il y a un décalage horaire de 7 heures entre Jérusalem et New York. Et on peut partir, si l'avion, imaginons un avion très très rapide, on peut partir Shabbat, non, ça c'est dans l'autre sens. De New York à Jérusalem, on peut partir vendredi et arriver Shabbat. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le jour a changé pendant le vol. Alors, c'est de ça que je veux parler maintenant. Vous comprenez, tout le monde sait qu'il y a une ligne du changement de date qui se trouve dans l'océan Pacifique. On va définir comment elle a été fixée et de quoi il s'agit. Le grand problème, c'est d'abord qu'est-ce que la ligne de changement de date, et deuxième chose, c'est comment fixer la ligne de changement de date d'après la halakha, et après, c'est les implications halachiques de cette ligne de changement de date. Alors, on va commencer d'abord pour expliquer le fait qu'il y a un changement de date. C'est-à-dire que la Terre étant ronde, alors si je quitte Jérusalem et que je vais vers l'Est, j'arrive à Damas, en fait, la journée est un peu plus courte parce que en allant vers l'Est, j'ai perdu 1 heure de ma journée. Bon, je vais faire le contraire puisque la France, on connaît mieux. Si je vais en France, j'ai quitté Jérusalem, j'arrive à Paris, il y a un décalage horaire de 2 heures, et donc la nuit sera beaucoup plus tard puisque je suis parti quand il faisait nuit à Jérusalem à 7 heures du soir, et j'arrive en imaginant que je suis au sud de la France, pour être plus proche de l'équateur, plus proche d'Eretz Israël, sans jouer le décalage vers le nord, vers le sud. Si je vais à l'ouest, le Shabbat, pardon, je vais faire ça plus simple. Quand le soleil se couche à Jérusalem, il fait encore grand jour à Paris. Donc, quand j'arrive à Paris, j'ai gagné 2 heures, ma journée est plus longue, puisque j'ai quitté au moment du coucher de soleil. Si j'arrive 2 heures plus tard, j'ai un avion très rapide, j'ai fait le vol en Concorde en 2 heures, j'arrive au coucher de soleil à Paris, j'ai gagné 2 heures de la journée. Ma journée, au lieu de durer 24 heures, depuis la veille au soir, au coucher de soleil, avant que je parte, jusqu'au coucher de soleil, au moment où je sors de l'avion, ils sont passés 26 heures. Ma journée a été plus longue. Alors, c'est un thème qui a toujours intrigué les gens. Je pense que la plupart d'entre nous, on a lu dans le temps Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. Et c'est exactement l'histoire de ce Tour du monde. Parce que ce qui se passe, c'est que Phileas Fogg fait le pari de faire le Tour du monde en 80 jours. Et le 80e jour, il n'arrive pas à temps à Londres, il arrive à Londres le 81e jour. Et donc, il a pris un jour de retard et il a perdu son pari. Mais alors, il va se rendre compte qu'en fait, non, comme il a fait son tour du monde en allant vers l'Est, en fait, chaque jour s'est rétréci d'1 heure. J'ai expliqué que si je vais vers l'Ouest, par exemple vers Paris, alors je gagne 1 heure. Si je vais vers l'Est, je perds le jour se rétrécit d'1 heure. Et donc, il s'est rétréci d'1 heure, et encore 1 heure, et encore 1 heure, et en faisant tout le tour du monde, il a rétréci son jour de 24 heures. Donc, en fait, pour lui, c'était le 81e jour de journée de moins de 24 heures. Mais pour les gens restés à Londres, c'était le 80e jour de 24 heures. Et donc, il était dans les temps de son pari. On va se le rappeler brièvement. Au moins, ma montre refonctionne correctement. Comment cela? Elle n'était pas cassée, que je sache. Vous savez bien, elle n'arrêtait pas de retarder. Bien que vous avez essayé de m'expliquer, je n'y ai rien compris. Mais qu'importe, puisque maintenant elle remarche parfaitement. Il est exactement midi. Passepartout, vous êtes un idiot. Merci, monsieur. Mais un idiot génial, je dois dire. Oh, Phileas, mais où voulez-vous en venir? Vite, nous n'avons que quelques minutes. Messieurs, il ne reste que 11 minutes. Je pense que nous pouvons estimer avoir gagné. Ne soyez pas trop précis, Stuart. Fogg n'est pas un type ordinaire. Plus vite, cocher! pardonnez-moi, mais je ne comprends pas.
Dans notre tour du monde, nous avons marché vers l'est. À chaque degré de longitude, nous avons gagné 4 minutes. C'est pour ça que ma montre retardait chaque jour un peu plus. Et donc, en faisant le tour du monde dans sa totalité... Nous avons gagné un jour entier. Ça veut dire que nous sommes rentrés en Angleterre avec un jour d'avance? Il a perdu. Sinon, il serait déjà arrivé. J'ai toujours tenu ce pari pour insensé. Plus qu'une minute. Nous y sommes. L'argent est à nous. Oh, Fogg. Messieurs, me voici. Paris gagné. C'est incroyable. Bien, donc on a compris ce changement. Pardon. On a compris le fait que quand on va vers l'est, chaque fuseau horaire, on perd 1 heure. Ce qui va se faire, c'est que il y a un endroit, quand on est allé au bout du monde, où d'un côté, on est à la fin de la journée, au début à la fin d'une journée, mais au même endroit, c'est le début de la journée suivante. Ce qu'on appelle la ligne de changement de date. On va essayer de développer. C'est pas quelque chose de nouveau. Le premier un des premiers, c'est pas le premier, un des premiers dans l'histoire juive qui parle de ce problème de changement de date, c'est Rabbi Yehuda Halevi, vous le voyez à gauche dans le médaillon qui est à la Knesset, et dans son livre le Kuzari, où il essaye d'expliquer la Torah au roi des Khazars, il dit la chose suivante. Amar Echaver, Amar Kuzari, le roi des Khazars lui dit la chose suivante. Halo trilat kviut hayamim minatzin ifneshnu trilat hamizrach laishur. Le roi des Khazars dit le début du calcul des jours, c'est en Chine. Parce que Chine, c'est à l'extrême orient. Après, il n'y a plus rien. Après, c'est l'océan, après la Chine, et après, c'est le dessous du monde. Je rappelle que le monde est une boule, alors nous, on est sur le dessus de la boule, et il y a un dessous de la boule qu'ils ne connaissent pas, où il y a l'Amérique, où il y a l'Australie, mais ça, ils ne connaissent pas. Eux, ils connaissent la Terre, et si on va à l'est, on arrive jusqu'à la Chine. Là-bas, c'est là-bas que finissent les terres habitées, et donc c'est là-bas que commence le calcul du temps. Amar et Chaber, non. Le Chaber lui dit, c'est pas comme ça que ça marche. Le Shabbat, le premier Shabbat, c'était quand on a reçu l'ordre de faire le Shabbat, c'est quand on a reçu la manne dans le désert du Sinaï, où Dieu nous a dit, attention, demain, prenez la manne aujourd'hui, parce que demain, il n'y aura pas la manne, ce sera Shabbat. C'est un petit peu, c'est 3 semaines avant le don de la Torah, on commence à respecter le Shabbat. Donc, nous dit Rabbi Yehuda Halevi, le Shabbat se calcule en fonction du Sinaï, entre le Sinaï et Eretz Israël. C'est ça, c'est là la base du calcul du temps. Ve'en ha-Shabbat nichnas, ela al mi sheba elav ha-shemesh achar Sinaï madriga d'achirit ma'arav. Donc, avant, c'est vrai qu'il y avait déjà le jour, le soleil s'est déjà couché. Quand le soleil va se coucher dans le Sinaï ou en Eretz Israël et qu'il va commencer le Shabbat, c'est déjà la nuit en Chine. Donc il y a eu en fait la Chine elle nous précède, mais il n'y a pas encore eu l'ordre du Shabbat. Donc le Shabbat a commencé en Eretz Israël dans le Sinaï, et à partir de là, vers l'ouest, ça va devenir le Shabbat. והתחיל אדם לקרוא שם לימים, וכל אשר נושבה הארץ ורבו בני אדם היו סופרים ימים כאשר עשד אותם אדם, ועל כן לא יחלקו בני אדם בשבעה ימי השבוע. C'est pour ça que toute l'humanité est d'accord que c'est partout le dimanche c'est le dimanche, le Shabbat c'est le Shabbat. On avait parlé il y a 2 semaines que Sabbato en Russie ou les Italiens, ils ont le même Shabbat, ils appellent ce 7e jour le Shabbat, parce que ça, les hommes sont d'accord. Adam Arishon, le premier homme, a été créé vendredi, et a commencé le Shabbat, et toute l'humanité compte dans le même cycle de 7, et donc le Shabbat, c'est une donnée universelle. Tout le monde a ce même jour de Shabbat. Mais dit Rabbi Yehuda Halevi, je l'ai mis en rouge, ve'en lehimalet mimakom ishtatef tietchilat mizracho b'acharit ma'aravo. On est obligé de comprendre, comme il y a une boule, qu'il y a un endroit qui est l'extrême est et l'extrême ouest. Et si je fais le tour de la Terre vers l'est et je fais le tour de la Terre vers l'ouest, ben, je vais arriver à un certain endroit qu'il faut définir,
mais qui est l'endroit où se rencontrent l'extrême est et l'extrême ouest. Et alors, je peux, en sautant juste de l'autre côté, passer un jour, changer de jour, puisque j'étais au début, c'était je suis disons à minuit du 21 septembre, maintenant sur cette ligne au bout du monde. Et après moi, après plus je vais vers l'ouest, plus c'est encore ce sont les heures du jour d'avant. Donc, si ça commence, si c'est minuit du 21 septembre, alors juste de l'autre côté de la ligne, c'est minuit du 20 septembre, c'est encore hier. Et dire, on ne peut pas, c'est obligé qu'il y ait un endroit où les deux jours se touchent, puisque on dégrade d'une heure, on arrive à un endroit où les deux se rencontrent. Donc l'extrême orient et l'extrême occident se rejoignent. Et ça se passe, ce qui est par rapport au pays d'Israël, là où commencent les pays habités par les humains. Ce n'est pas la Torah qui a inventé cette ligne de changement de date. Aval bedina teva, c'est un fait naturel que c'est comme ça que fonctionne le temps. Ki lo yitachen shehu hayamim hashvuim nikrei b'shem echad b'atzmo leishuv kulo, אלא אם כן נקבע מקום שהתחילה לקריאה. Comme chaque point du globe, il y a une autre heure, si on veut tous être le même jour, on veut définir ce que c'est le dimanche 21 septembre, on est obligé de fixer un départ de ce dimanche et où est-ce qu'il finit. Et c'est pour ça qu'il faut cette ligne de changement de date. C'est évident que le Shabbat à Damas, il précède le Shabbat de Jérusalem, puisque on a dit que le commencement de la journée, il est au début des terres habitées, donc c'est à la Chine. De la Chine, on va vers l'ouest. Donc, le premier endroit à faire Shabbat, par rapport à Jérusalem, Damas fera Shabbat avant Jérusalem, et Pékin fera Shabbat avant Damas. Et Paris fera Shabbat après Jérusalem. Donc, on a compris que ça commence à l'extrême est. Pour Rabbi, je ne vais pas mettre tout le texte du Kuzari, c'est très long, et c'est complexe, mais en fait, pour lui, on va 6 heures à l'est de Jérusalem. 6 heures à l'est de Jérusalem, 90 degrés, puisque le globe terrestre, 360 degrés. 90 degrés, c'est un quart. 6 heures, un quart de la journée de 24 heures. 6 heures à l'est, c'est là-bas que commence le jour. Donc, en Chine, le Shabbat, le premier à faire Shabbat, c'est les Juifs de Chine. Et après, petit à petit, les Juifs de Bombay, et après les Juifs de Bagdad, et puis après les Juifs de Damas, après les Juifs d'Eretz Israël, et les Juifs du Caire, et les Juifs d'Italie, et c'est comme ça que ça fonctionne. אי אפשר שלא נאמר ששבת דמשק קודם שבת ירושלים, ושבת ירושלים קודם שבת מצרים. D'abord Shabbat est à Damas, en Syrie, après Jérusalem, après ce sera en Égypte, et ça tourne jusqu'à ce que on revienne à la Chine et on soit un nouveau jour, on sera dimanche. Alors, Rabbi David Gans, qui était l'élève du Maharal de Prague, c'était un élève du Maharal de Prague, donc c'était un grand talmudiste, mais c'était aussi un grand astronome. C'était l'élève de Tycho Brahe, donc un des plus grands astronomes. Il a étudié chez lui, et il dit la chose suivante, il dit c'est pas possible, puisqu'il y a un endroit où la date change, c'est pas possible que, disons que cette ligne de changement de date est sur une route, c'est pas possible que quelqu'un qui habite sur un côté de la rue et quelqu'un qui habite de l'autre côté de la rue n'ont pas la même journée. Donc on est obligé de fixer le changement de date quelque part où il n'y a personne qui habite. Autrement, ça sera insupportable. Quoi, tu changes de côté de la rue, tu changes de jour, c'est pas vivable. Donc, il dit Gam yado ateda lecha hakore, sache, cher lecteur de mon livre Nechmad Venaim, שהצעתי אלו השאלות והמבוכות לפני גדולים ומפלגים חידה. J'ai demandé à des grandes sommitaires rabbiniques de m'expliquer où est-ce qu'on fait cette ligne de changement de date. Anashim chachamim unvonim, des gens très intelligents, chadoudé asechel, un cerveau bien aiguisé, asher en cheker litvunatam, ou leachar shemiku bishelot anal, et après qu'ils aient réfléchi à la question pendant plusieurs jours, nasu venatnuin, on a discuté ensemble, hodou velobosho, ils ont reconnu
שאין בפיהם מענה נכונה, ils ne savent pas comment fixer le début du jour, la date de changement de date d'un point de vue de la halakha. Il faut comprendre qu'à l'époque, c'est entièrement théorique. Il n'y a pas de juif qui traverse la ligne de changement de date. J'ai expliqué qu'on marche lentement, alors on va Shabbat d'après là où on est. Ce n'est pas un problème. Le problème va être au XXe siècle avec les grands voyages et les voyages rapides. Mais avant, ce n'était pas un problème. C'est un problème théorique. Donc il a essayé de le résoudre, mais il n'a pas réussi à trouver de solution. Alors, je rappelle cette carte que vous connaissez toutes parce qu'elle est sur un mur à côté de Kikar Safra, la place des Mérès, Jérusalem. C'est une carte rédigée dessinée dans un monastère en Allemagne au XVIe siècle. Et le monde de l'époque connaît trois continents. L'Europe, l'Asie, l'Afrique, au centre, Jérusalem. Et il y a à gauche, en bas, America de Neuwelt, on a découvert le Nouveau Monde, on ne sait pas encore ce que c'est. Donc, en fait, c'est facile parce qu'en fait, tous les fuseaux horaires se concentrent environ sur une douzaine de fuseaux, même pas une dizaine de fuseaux horaires. Et donc, c'est gérable. Le changement de date, ça se passe quelque part qui est sous la Terre. J'explique, puisque la Terre est ronde. Alors, en dessous de la Terre, il y a un grand océan, il n'y a personne là-bas. Que la date, elle change, ça ne dérange personne. Quand on est sur la surface de la Terre, ben, on a tous le même jour et on comprend quel jour on est, on n'a pas de problème. Plus tard, il va falloir qu'on fasse des fuseaux horaires. Il va falloir qu'on fasse un changement de date parce que le monde maintenant, c'est un monde global. Déjà avant, il y a les grands découvreurs qui ont découvert les nouvelles terres, qui ont découvert l'Amérique, qui ont découvert le Groenland, qui ont découvert l'Australie. Et alors, on a décidé de façon arbitraire que la date de changement de date serait dans le Pacifique. Vous voyez qu'elle n'est pas tout à fait droite, c'est la ligne rouge que je vous montre à droite. Elle est un petit peu biscornue parce qu'elle essaye d'avoir une logique. La première logique, c'est de passer entre la Russie et les USA. Au détroit de Bering, comme ça, toute la Russie a le même jour, pas la même heure, elle est sur plusieurs horaires, mais au moins dans tous les Russes ont la même date, et en Amérique, tout le monde est dans la même date. Donc comme ça, on a fait passer au détroit de Bering la ligne, et puis après, on essaye de garder certains atolls ou certaines îles dans une certaine logique. Et donc, on a fait... La ligne devrait être droite du nord au sud. Elle est un petit peu biscornue, mais on a compris comment elle fonctionne. Jusque-là, pas de problème. Il y a une ligne, et à partir de là, on sait où est le jour, on sait les fuseaux horaires, tout fonctionne. Regardons Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, qui lui, il y a 150 ans, écrit la chose suivante. Il pose la question suivante. Nous savons que, d'après la Torah, il faut faire le Shabbat. Le Shabbat, ça commence le vendredi soir au coucher du soleil, et ça finit, Motzei Shabbat, à la tombée de la nuit. On est d'accord là-dessus? Donc, en gros, disons, 25, pour faire facile, 25 heures. Parce que ce n'est pas du coucher du soleil au coucher du soleil ou de la sortie des étoiles. La sortie des étoiles, c'est du coucher du soleil à la sortie des étoiles. Donc, c'est un peu plus que 24 heures. Mais au moins, d'après la Torah, il faut faire 24 heures. De la tombée de la nuit à la tombée de la nuit. Comme on ne sait pas exactement définir la tombée de la nuit, alors on a ajouté un petit peu, on a commencé le coucher de soleil le vendredi soir en disant, c'est sûr qu'avant le coucher de soleil, ce n'est pas la nuit. Mais à partir du coucher de soleil, c'est peut-être la nuit. Et le Shabbat, on le sort quand il y a les étoiles qui sont sorties, parce qu'une fois qu'il y a les étoiles, c'est sûr que c'est déjà la nuit. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec un calendrier, avec un Shabbat de 25 heures. Mais d'après la Torah, un Shabbat de 24 heures, si on était capable de définir le début de la nuit de façon exacte, alors du début de la nuit à début de la nuit suivante, 24 heures Shabbat. Demande le Rabbi Yosef Chaim de Bagdad dans son livre Rav Pa'im la question suivante. Si quelqu'un commence le Shabbat à un endroit où le coucher du soleil est relativement tard, alors en prononçant des noms divins de la Kabbalah, il a fait Kfitzat Haderech, il est sauté et il est allé à l'est. Donc, par exemple, il a commencé Shabbat à Jérusalem. Pendant Shabbat, il a fait ce qu'il a fait et il se retrouve à Damas. En fait, à Damas, le soleil va se coucher plus tôt qu'à Jérusalem.
Et donc, en fait, il n'aura pas fait 24 heures de Shabbat. Il aura un Shabbat qui aura eu 22 heures. Alors, est-ce qu'il doit compléter? Est-ce que Shabbat, c'est de la nuit à la nuit? Ou est-ce que Shabbat, c'est de la nuit à la nuit, mais 24 heures? Est-ce qu'il y a une importance à la longueur de la journée et qu'il faut faire 24 heures de Shabbat? Et donc, si je suis allé vers l'Est, eh bien, il faut, même que la nuit est tombée, je continue encore Shabbat jusqu'à avoir complété mes 24 heures. Alors, il va discuter, arriver à la conclusion que le problème n'est pas un problème de longueur du Shabbat, mais c'est le Shabbat. Donc, quand je suis Shabbat à Jérusalem, je fais Shabbat. Quand je suis à Damas, je fais Shabbat. Quand les gens de Damas disent Shabbat est fini, ben j'ai fini mon Shabbat. C'est-à-dire que je vais d'après le Shabbat des gens là où je suis et pas d'après 24 heures à partir de là où j'ai commencé. On verra dans quoi c'est important dans un cas de figure très problématique. Et aujourd'hui, c'est Ad Maasim B'Kol Yom Shenosim Al Sfina Mimara Ba'olam LeMizrach Nechsach Me'ayom B'Kol Yom. Quand on va sur des bateaux aujourd'hui, c'est classique, on va de l'ouest en est. Alors chaque jour, le jour rétrécit un petit peu. ונמצא למשל אם שקידש היום בערב שבת היה בשעה 5, אז היה מוצא שבת בערך שעה 4. אז il a commencé Shabbat à 5 heures, il finit le Shabbat à 4. Je rappelle quand on prenait le bateau dans le temps. Un bateau, on était Shabbat sur le bateau. Le bateau, pendant Shabbat, il continue à avancer. Donc, c'était ça le problème qui a été posé. C'est les gens qui sont sur ce bateau, ils vont faire un Shabbat, en fait, qui n'a pas 24 heures. Ce qu'explique celui qui explique Rabbi David Shapira dans le Shud Netzion. On n'est pas obligé de prendre la question d'un kabbaliste en disant qu'il a fait de la magie pour aller à Damas. Prends l'exemple de quelqu'un qui est sur un bateau, pas de magie, qui a fait un Kriyat Shem pour faire un Kriyat Haderech. On peut, quelqu'un sur un bateau, raccourcir le Shabbat, c'est un cas de figure, ça risque d'arriver. Il ira plus loin, ça peut aussi arriver quelqu'un qui descend vers le sud. Plus on se rapproche des pôles, plus la journée s'allonge. Plus on va vers l'équateur, plus la journée se rétrécit. Donc on a aussi ce problème du Shabbat. Oui, parce que Shabbat à Paris en été, c'est... Pardon, j'ai rien dit, je disais des bêtises. Effacez ce que je viens de ne pas dire. Continuons avec Rabbi Yosef Chaim de Bagdad, qui dit la chose suivante. Imken, בחוץ לארץ הרחוקים מאוד, שיש ביניהם לבין ארץ ישראל 6 שעות. Prenons un endroit sur le globe qui est à 6 fuseaux d'horaire de Jérusalem. או י' ב' שעות, ou à 12 fuseaux horaires de Jérusalem. הרי אלו לא יש בשבת שלהם סדר עליית עולמות וייחוד עליון. Alors là, la question, c'est une question kabbalistique. Puisqu'on sait que Shabbat, l'atmosphère du Shabbat est spéciale. Shabbat Malketa, Shabbat Menucha. Shabbat, on a une zone Shabbat. Mais il dit, mais le Shabbat, c'est fixé d'après Eretz Israël. On a dit, Akadosh Baruch Hu a dit dans le Sinaï, maintenant vous faites Shabbat. Donc le Shabbat, c'est Eretz Israël. Donc quand on est en Israël, on a 24 heures, on est pleinement dans un Shabbat de spiritualité, de Shabbat Menucha. Mais quand on est éloigné de Jérusalem, alors en fait, on n'aura pas un Shabbat de 24 heures parce que le Shabbat descend dans le monde d'après Jérusalem. Donc, c'est Shabbat. Bon, on va faire les halachot du Shabbat pendant de la nuit à la nuit. On va faire 24 heures de Shabbat. Disons que je suis à Paris. Je vais faire 24 heures de Shabbat. Mais en fait, il me manque un certain temps où c'est déjà plus. Une fois que le Shabbat est fini à Jérusalem, je continue à ne pas allumer du feu, à ne pas faire les interdits de Shabbat, mais je n'ai plus la plénitude du Shabbat. Parce que le Shabbat, dans le monde, il est reparti, c'est fini. Ça, c'est déjà une question pour les kabbalistes. Voilà, donc il faut être à Jérusalem parce que seulement à Jérusalem ou seulement en Eretz Israël, vous avez 24 heures qui sont pleinement Shabbat. Quand vous n'êtes plus à Jérusalem, quand vous changez de fuseau horaire, ben, une partie de votre Shabbat, vous faites les halachot, mais vous n'êtes pas dans le Shabbat. Continuons. Alors là, ce que vous voyez maintenant, ce trait sur la carte, il nous amène de la Lituanie au Japon. Et on arrive à la Shoah. Pendant la Shoah, les Juifs de Pologne, quand la Pologne est envahie en septembre 1939, j'ai vu Shlomo Balzan parmi nous, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Quand la Pologne est envahie en septembre 1939, d'abord par les Allemands et quelques temps plus tard par les Russes à l'Est, beaucoup de Juifs vont foutre le camp vers la Lituanie, vers les pays baltes, où ils pensent que là-bas, à l'époque, les pays baltes sont encore indépendants, ils pensent qu'ils vont échapper ou à l'hitlérisme ou au stalinisme. Malheureusement pour eux, un peu plus tard, quelques mois plus tard,
je ne sais plus quand, je m'excuse, l'URSS va envahir les pays baltes. Et donc, il raconte les conneries, ce guide. C'est l'Allemagne qui envahit les pays baltes. Et donc, les lois raciales, les lois nazies s'appliquent maintenant en Lituanie, où les chivotes se sont repliés. Et donc, il faut foutre le camp. Alors, il y a un jeune homme, il n'a pas l'âge qu'il a sur la photo ici, Zerach Warhaftig, qui va essayer de convaincre, de trouver une solution. Et il va réussir à recevoir des visas d'un chassid Umot Olam, un juste par une nation, Shione Sugihara, le consul du Japon à Kobno, qui leur donne, qui délivre des certificats d'immigration au Japon. Et Zahar Warhaftig va essayer de convaincre les dirigeants de yeshivot de foutre le camp au Japon et de fuir l'hitlérisme. Ça va être très difficile. Il écrira dans ses mémoires, c'est tellement dur, je suis allé chez les directeurs de yeshiva en leur disant, il faut sauver les élèves de yeshivot, et les rabbinim m'ont dit, mais qu'est-ce que deviendra la Torah si on n'a plus nos yeshivot? Moi, j'ai sauvé les juifs, ils me répondaient, mais la Torah. Et finalement, beaucoup de yeshivot sont partis en fumée avec leurs élèves. Mais la yeshiva de Mir, elle a pris les visas et elle est partie à Kobe, au Japon. Et alors, ils ont un problème. Il y a environ 5000 juifs d'origine polonaise ou orientale, d'Europe orientale, qui se retrouvent au Japon. Et la grande question, c'est est-ce que le Japon, ça précède Israël, ça laisse d'Israël, mais c'est le même jour qu'Israël. Donc le Shabbat, c'est le Shabbat, le jour où on l'a fait en Europe avant de partir. Ou est-ce qu'on a déjà traversé la ligne de changement de date d'après la halakha? Et donc, le Japon, c'est un jour après. Le Japon, il n'est pas à l'est d'Israël, mais il est à l'ouest. Donc, c'est Shabbat à Jérusalem, puis Shabbat à Paris, puis Shabbat en Espagne, puis Shabbat aux Açores, puis Shabbat en Amérique, puis Shabbat au Japon. Donc, le Japon en fait, il fait Shabbat le dimanche. Alors, dans un premier temps, ce qu'ils ont fait, ne sachant pas, ils ont décidé de faire Shabbat 2 jours. Mais comme c'est compliqué, et que Shabbat, c'est en fait un jour, ils ont fait le Shabbat comme ils avaient fait en Europe. Ce jour-là, ça reste le Shabbat classique. Le dimanche, ils ont juste observé les interdits de la Torah. Ils n'ont pas allumé du feu, ils n'ont pas sont pas sortis du Troum Shabbat, mais ils n'ont pas fait les prières du Shabbat, ils n'ont pas fait les repas du Shabbat, et ils n'ont pas fait les mitzvot de Rabbanan du Shabbat. Ils ont juste fait ce que la Torah interdit, ils l'ont observé le dimanche aussi, pour être sûr de ne pas s'être trompé. Donc ça fonctionne. Et c'est comme ça que pendant quelque temps, ils vont faire un Shabbat à 2 volets, un Shabbat total, le Shabbat, et un Shabbat d'après la Torah, juste les interdits de la Torah, le dimanche. Tout ça, c'est très beau, jusqu'au mois de Elul. Voilà, dans un mois, dans quelques temps, ça va être Kippour. Et faire Kippour 2 jours, ça, c'est pas possible. Parce que la Torah dit de jeûner Kippour. On ne va pas jeûner 2 jours, on n'est pas capable, on va tomber malade, on ne tiendra pas le coup. On ne peut pas jeûner 2 jours. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour Yom Kippour? Est-ce que le Japon est à l'est d'Eretz Israël ou est-ce que le Japon est à l'ouest d'Eretz Israël? Alors, il va adresser une lettre aux sommités rabbiniques de l'époque. Je vais d'abord peut-être présenter les différents systèmes d'après l'Halacha. Le Kuzari, j'en ai parlé tout à l'heure, lui parle qu'on va jusqu'en Chine, 90 degrés à l'est de Jérusalem, c'est l'est, et après, c'est l'ouest. Le Japon, c'est juste après. Donc, d'après le Kuzari, le Japon est à l'ouest de Jérusalem. Il faut faire donc Yom Kippour un jour après Jérusalem. Il y a d'autres chitotes. Le Chazon Ish, par exemple, lui pense que... Non, pardon, j'ai dit une bêtise. Non. Le Chazon Ish lui prend le Kuzari et lui fait un petit correctif que, j'ai dit, le Kuzari, il va jusqu'à la Chine et après, on va dans l'océan et dans l'océan, on change de jour. Maintenant, je vous ramène à la carte parce que ça, il faut comprendre comment on passe dans la carte. Pardon. Si vous regardez la Chine, elle finit. Vous arrivez à voir où je vous montre? En fait, le Japon, c'est à l'intérieur, c'est comme la Chine. Donc, c'est
le même jour fait Shabbat un petit peu avant Jérusalem. Mais d'après le Chafetz Chaim, dès qu'on est dans la mer, on a changé de date. Donc, même fuseau horaire que la Chine. Pardon. On a, je veux juste amener encore une chita, la chita du Kav Ben-Omi. Beaucoup de décisionnaires de la halakha aujourd'hui disent que on se casse pas la tête. La halakha n'a pas parlé, c'était pas applicable à l'époque. Aujourd'hui, il y a une ligne de changement de date et elle est logique. Elle prend toutes les terres habitées à l'est de Jérusalem, avant Jérusalem, et tout ce qui est après à l'ouest, c'est logique. Et on prend cette ligne comme étant la ligne de référence de la halakha. Donc, on ne se casse pas la tête. Là où vous arrivez, quand vous êtes en voyage, vous ne vous cassez pas la tête, vous arrivez à l'aéroport, vous regardez à l'aéroport la date de votre arrivée. Si c'est Shabbat, c'est Shabbat. C'est pas Shabbat, c'est pas Shabbat. Vous faites d'après l'endroit où vous êtes. Et ça, c'est ce que fixe la halakha. Toujours est-il qu'ils envoient donc une lettre. Et regardez le texte, la lettre qu'ils envoient les élèves de la yeshiva. Hatzilu, Anumiad, Beze Onatsum Yom Kippour. Rapidement, c'est bientôt Yom Kippour. Sauvez-nous, on ne peut pas faire Yom Kippour 2 jours. Quel jour on fait Yom Kippour? Alors, le grand rabbin d'Eretz Israël, le Rav Herzog, réunit une assemblée dans laquelle il amène les sommités de l'époque, le Rav Meltzer, je ne sais pas la liste ici, j'ai la liste, le Rav Tchoketchinsky et d'autres, je n'ai plus la liste ici. En tout cas, il fait une réunion, il invite le Chazon Ish, qui ne vient pas mais qui envoie un représentant, et cette réunion, ce comité de rabbins décide qu'il doit faire le Shabbat en considérant qu'ils sont à l'est de Jérusalem. Donc, ça doit être le mercredi. Et ils envoient une lettre pour leur dire ça. Asefat Arabanim Echlita Shetanit Yom Kippur ou B'Yom Revi'i, le Fi Cheshbon Anaouk Beyapan, c'est comme les jours du Japon, c'est un petit peu avant Jérusalem, il n'y a pas de problème. Et le Rav Herzog ajoute Ani Mitzidi, mais de mon côté, je voudrais ne pas jeûner 2 jours parce que c'est dangereux. Mais le deuxième jour, manger comme quelqu'un de malade, manger en petite quantité, par petite dose, c'est quand même, c'est grave le Yom Kippour. Alors, manger, mais manger au minimum comme ce qu'on permet pour les malades. Mais avant même que cette lettre soit partie, que le comité ait décidé de sa réponse, le Chazon Ish a déjà envoyé un message, envoyé un télégramme au Japon. Et on dit Achim Yekarim, Ichlou Beyom Revi'i, faites Yom Kippour, mangez le mercredi, Vetsumu Beyom Chamishi, et faites le Kippour le jeudi, et puis il n'y a pas de problème. Donc maintenant, c'est le pire qui pouvait arriver, parce qu'ils ont le Rav Herzog qui leur dit Yom Kippour mercredi et jeudi Misafek, le Chazon Ish qui leur dit c'est le jeudi, le mercredi, rien, c'est pas important. Le Rav Soloveitchik qui pense comme le Chazon Ish, mais qui dit on ne va pas commencer à faire à le publier parce que si on commence à faire ça, il risque d'être dans le doute, les Juifs au Japon, puisqu'ils auront 2 réponses, et alors ils vont jeûner 2 jours, et ça c'est dangereux. Alors je pense comme le Chazon Ish, mais je préfère me taire et qu'ils reçoivent la lettre du grand man d'Israël. Et finalement, il s'est passé ce qui s'est passé. C'est qu'il y a eu ceux qui ont fait comme le Rav Isaac Levi Herzog, il y a ceux qui ont fait comme le Chazon Ish, et quelques-uns qui, de peur de se tromper, ont fait comme les deux. Tout ce qu'il ne fallait pas est arrivé parce qu'il y a eu le Chazon Ish qui a envoyé cette lettre avant que ne parte la lettre du comité des rabbins, où d'ailleurs il a été représenté. Il a envoyé le Rav Finkel pour le représenter, mais il n'était pas d'accord et il a décidé de jouer son propre jeu. Le Rav David Shapira, qui est écrit Shud Netzion, c'est des jeux beaucoup sur le calendrier, sur beaucoup de choses, mais surtout beaucoup de choses qui ont rapport avec le calendrier, nous a fait cette date du changement de date, la ligne de changement de date d'après la halakha. Et vous voyez qu'en pointillé, vous avez la ligne qui est la ligne officielle, la ligne internationale du changement de date. En complet, vous avez la ligne
d'après la halakha, d'après le Rav Shapira. Vous voyez que c'est à peu près la même chose. En tout cas, ça ne traverse peut-être que quelques îlots. Ça n'a aucune influence. Si vous faites des voyages autour du monde, vous pouvez vous baser sur la ligne internationale. Donc là, vous arrivez, vous demandez quand c'est Shabbat et tout va bien. Je voudrais passer à d'autres problèmes du calendrier dans le monde moderne. Un problème très grave, c'est le problème du Shabbat Internet. Alors, je vous expliquais tout à l'heure que d'après le Ben Ishraï, il y avait un problème. Quand vous n'êtes pas à Jérusalem, vous avez en fait un petit Shabbat, puisque Shabbat descend dans le monde 24 heures à Jérusalem. Et dans les côtés, on en a moins. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous avez un magasin en ligne, un magasin web? Quand c'est que si vous êtes chômeur Shabbat, vous fermez vos magasins Shabbat, maintenant vous avez un magasin en ligne, quand c'est qu'il faut le fermer? Alors, c'est évident que le jour du Shabbat, c'est Shabbat, il faut fermer ce magasin web, il faut mettre fermé pour cause de Shabbat et vous le rouvrez dimanche. Mais qu'est-ce qui se passe si votre acheteur en ligne, il est à New York? Pour lui, c'est pas Shabbat. Quel est le problème qu'il achète dans votre magasin Internet? Ou le contraire? Est-ce que je peux ouvrir mon magasin Internet Shabbat dimanche quand ce n'est pas Shabbat chez moi, alors que c'est Shabbat à New York, et qu'un juif de New York risque d'être Mechalel Shabbat et qu'il achète dans mon site internet, dans mon site web, quand pour moi ce n'est plus Shabbat, mais pour lui c'est Shabbat. Alors de nouveau, il y a beaucoup de discussions rabbiniques à ce sujet-là. Comment définir le Shabbat dans le monde cybernétique? Et les arguments de base sont que le Shabbat du magasin, c'est le Shabbat du vendeur. Donc on va d'après le vendeur, pas d'après l'acheteur. Une autre question qui était posée, un instant, moi je suis à Jérusalem, mais mon serveur, il est aux îles Caïmans, et mon acheteur, il est à Singapour. On va d'après le Shabbat du vendeur, le Shabbat de l'acheteur ou le Shabbat là où est le serveur Internet qui fait la transaction. Vous comprenez que c'est compliqué. Je ne suis pas là pour vous donner la psak halacha. Il y a comme dans toute chose, il y a différentes opinions rabbiniques. Mais pour amener, comme j'ai dit, les défis du calendrier hébraïque, des choses auxquelles les chachamim n'ont pas besoin de se mesurer dans le temps passé. Aujourd'hui, quand on a un vendeur dans un endroit, la plateforme de vente un autre endroit et l'acheteur encore ailleurs, comment fixer le Shabbat? Problème du calendrier hébraïque dans un monde cybernétique. Et le dernier volet auquel je voulais parler des problèmes des défis du calendrier hébraïque, c'est que tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, on a parlé du calendrier défini en Eretz Israël. Comment est-ce qu'on peut le définir quand on est en Chutz Laaretz? Après, on a élargi toute la Terre, les fuseaux horaires, le changement de date. Et maintenant, quand on prend la fusée, quand on est dans l'espace, alors que devient le calendrier une fois qu'on est dans l'espace? Alors ça, c'est la suite de notre histoire. La Gemara dans Souka dit, Rabbi Yossé Omer, mais Olam lo yarda Shrina le mata, la Shrina n'est jamais descendue sur terre. Même quand il est marqué que Dieu est descendu sur le mont Sinaï, il planait un petit peu au-dessus. Il n'a pas mis les pieds sur terre. Et quand il est marqué que Moshe est monté au ciel parler avec Dieu, Moshe n'est pas monté au ciel, il est resté sur terre au sommet. C'est-à-dire qu'il y a Shamaim, Shamaim, la Hashem, va rester dans l'Ivnadam. Il y a la zone divine dans le ciel, il y a la zone terrestre sur terre, les hommes sur terre, Dieu dans les cieux, et chacun chez soi, tout va bien. Alors, quand on va sur la Lune ou dans l'espace, est-ce qu'on a le droit d'y aller? Peut-être que Shamaim, Shamaim, Lachem, est-ce que Shamaim, Shamaim, Lachem, c'est un concept spirituel, ou ça veut dire ce que ça veut dire? Le ciel est à Dieu, tu n'as rien à faire dans le ciel. Alors, quand il y a eu le premier alunissage sur la Lune, eh bien, il y a un rabbin, le Rav Nachem Ben El-Kasher, qui a écrit un fascicule, Ha'adam al Yareach le'or Torah va'emuna. Comment, d'après la Torah et la Emuna, comprendre la situation d'un homme sur la Lune? Comment comprendre la question qu'on posait beaucoup de juifs à l'époque, c'était est-ce qu'on peut continuer quand on fait Birkat al-Levana, la prière de la Lune? Birkat al-Levana qu'on dit au début du mois, où on dit on saute devant la Lune, que Shem Shani Roket Kenegder, comme je danse devant toi, je ne peux pas te toucher. De la même façon, mes ennemis ne pourront pas me toucher. À l'instant, maintenant, on touche la Lune, on marche sur la Lune. Alors, est-ce qu'on peut encore dire cette formule que Shem Shani Roket Kenegder? Donc, il y a des problèmes de halakha. D'abord, si on a le droit de faire des voyages dans l'espace. Deuxièmement, comment se conduire dans l'espace? Et après, sur la Terre, est-ce que ça a des répercussions? Alors, reprenons ce texte du Rav Nachem Ben El-Kasher, qui dit qu'il y a eu beaucoup de questions. Ça
beaucoup de gens se posaient des questions par rapport à des questions d'Emouna au fait que l'homme va dans l'espace. Mais le Rav Nachal Kasher a dit quelque chose de terrible. Il a dit que pour lui, c'est terrible. Il parle de façon générale, mais c'est la gava, c'est une la gava, c'est pas la fierté, il manque le mot en français. C'est l'homme se mesure à Dieu. L'orgueil, Pardon? L'orgueil, de merci. l'orgueil. C'est l'orgueil de l'homme. Il voit dans cette montée dans l'espace une réédition de la tour de Babel. La tour de Babel, quand les hommes ont construit une tour pour aller aux cieux et faire la guerre avec Dieu, il dit maintenant, l'homme a fait des fusées pour monter se mesurer à Dieu. C'est du même ordre que la tour de Babel, de la même façon que Dieu a réglé leurs problèmes aux gens de la tour de Babel. Ils risquent de régler. C'est pas bon. C'est de l'orgueil humain, il ne faut pas. J'ai trouvé sur un site Internet quelqu'un qui demande une question. D'après le verset Hashamaim, Shamaim Hashem, est-ce qu'il y aurait une interdiction de voler dans l'espace? Alors le rabbin qui lui répond, non, on a le droit, en isur la tous la c'est pas interdit. C'est le Shamaim, c'est pas un concept dans le ciel, c'est un concept spirituel. Dieu n'est pas matériel, il n'est pas dans le ciel. Il est partout, il est sur terre aussi, il est kol makom. Donc c'est pas un problème, on paie dans l'espace. Mais ce qui est intéressant, regardez la remarque qu'il lui fait à la fin. J'espère que tu ne me poses pas cette question à cause de la catastrophe de l'explosion de la fusée Columbia. Vous vous rappelez qu'on avait un astronaute israélien, Ilan Ramon, qui était en mission dans la navette Columbia qui explosait en vol. Et certains ont voulu dire, c'était une punition divine parce qu'il a osé enfreindre ce commandement d'Hachem, Hachem, et qu'il a monté au ciel. Il a dit, je te réponds, attention, ne fais pas cette erreur de commencer à chercher des raisons métaphysiques de ce takabila pour justifier l'explosion de la navette. C'est pas de ça. Nous, on n'est pas là pour gérer le monde à la place de Dieu. Tu m'as demandé si on peut aller au ciel, on peut faire des voyages dans l'espace, c'est permis. Quand on a lancé la fusée Bereshit, qui est allée jusqu'à la Lune, jusqu'à 30 km de la Lune, après elle s'est écrasée, il y a d'ailleurs un rabbin, le Rav Gidon Binyamin, qui a écrit une filat derech pour cette fusée. Fait réussir nos entreprises. Que notre fusée fasse un bon chemin et qu'elle ne qu'il n'y ait pas de panne. Et qu'on la voit arriver sur la Lune. Ramène-la entière sur Terre. C'est Hachem qui donne la chorma aux ingénieurs qui ont mis au point cette fusée. Donc, il ne voyait pas de problème ilchatique d'envoyer une sonde sur la Lune. Et le Rav Levi Yitzhak Halperin a carrément écrit un recueil de halacha qu'il a appelé Imesak Shamayim. C'est un verset qu'on a lu dans la paracha la semaine dernière, de Nitzavim. Si je monte aux cieux. Alors, si je monte aux cieux, quels seront les halachot applicables dans les cieux? Alors il dit, il y a des mitzvot qui n'ont pas de rapport au temps. Donc c'est évident que les mitzvot qui n'ont pas de rapport au temps, elles sont applicables dans l'espace. Mais tout ce qui a rapport au temps, au jour, à la nuit, à la semaine, au mois, une fois on est en orbite, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais il ne faut pas oublier la mitzvot. Et donc, l'astronaute doit se compter, à partir du moment où il a décollé, il se compte sur sa montre 12 heures, c'est 12 heures de jour, 12 heures de nuit, et il fait un calendrier, et il continue à faire Shabbat. Donc en fait, il continue comme s'il était sur la Terre, l'endroit de là où il est décollé, mais c'est pour se rappeler, ce n'est pas une obligation, il est en dehors du temps terrestre qui fixe la halacha. Il dit les tzitzit se mettent le jour, alors de nouveau, il se fixe maintenant un calendrier artificiel dans sa fusée, mais quand même, qu'il mette les tefilines quand la fusée elle est derrière la Terre, qu'elle est à l'ombre, qu'il fait nuit. Qu'ils ne mettent pas qu'il fait jour, le contraire. Quand la fusée passe devant le soleil, qu'il fait jour, c'est-à-dire que bien que ça n'a pas de rapport, il fait un tour toutes les 90 minutes. Donc ça peut être une heure où c'est la nuit dans son calendrier artificiel qu'il gère, mais alors qu'il choisit de mettre les tzitzit dans une heure où il y a de la lumière du soleil dans la cabine spatiale. Et Birkat HaYarach, c'est encore un peu plus compliqué. Je vais maintenant laisser tomber. Ilan Ramon,
qui était un juif fier de son judaïsme et qui voulait représenter dignement le peuple d'Israël dans l'espace face aux nations, est allé voir le Rav Chabad de Cap Canaveral, de Houston, et lui a demandé d'après quel, il a dit, vous voulez faire Kiddush dans l'espace, d'après quel calendrier, d'après quelle montre faire le Shabbat. Et ce rabbin, qui est un Shaliach Chabad, est allé prendre conseil et lui a dit de faire d'après le calendrier, de garder le calendrier comme l'endroit d'où il a décollé. Et donc continuer d'après les heures terrestres, d'après 7 jours terrestres, et de faire le Shabbat. Quand c'est Shabbat à Houston, c'est là qu'il doit faire le Shabbat dans l'espace. Et là, on a la photo de Ilan Ramon dans la navette spatiale avec le cos de Kiddush, et il va faire Kiddush en mondiovision à la face du monde. De nouveau, j'ai cherché sur un site internet, il y a une tchouva du Rav Uziel Eliyahu qui est incroyable. Il dit, imaginons maintenant cette halakha, qui est l'halakha qui a été fixée, que on va dans l'espace d'après le calendrier qu'il y avait quand on a décollé. Alors, imaginons un astronaute qui a décollé de Houston, qui arrive sur la station orbitale internationale dans l'espace, et là-bas, il rencontre un cosmonaute qui a décollé de Russie, un cosmonaute qui a décollé de Chine, un qui a décollé de France, un d'Angleterre. Maintenant, chacun fait son Shabbat d'après l'endroit d'où il a décollé. Alors, comment est-ce qu'on va faire minyan dans la station orbitale? Bon, ça, c'était pour le sourire. Ine mashiu she'aleh chiyuch al panecha, im yetzu eser chalaliyot, im 10 anashim yehudim ממקומות שונים בעולם, שאז הזמנים שונים, כיצד יצטרפו למניין וכיצד הם יקיימו את השבת, puisque chacun a son propre Shabbat dans l'espace. Ok, donc on peut aussi sourire en voyant les problèmes auxquels on se retrouve confronté. On est à la veille de Rosh Hashanah. Demain, Rosh Hashanah, je rappelle que c'est le jour où on demande à Kadosh Baruch Hu Meloch al Kol Haolam Kulo d'affermir, de révéler sa royauté sur le monde. Et on dira dans la Tfila, quand c'est que Dieu pourra régner sur le monde, quand les Moshiim, quand Am Israël reviendra au Har Tzion pour juger Har Esav. C'est ce qui est en train de se passer, c'est qu'à partir de Jérusalem, on est en train d'enseigner au monde les critères de morale, comment se mesurer au mal, comment éradiquer le mal dans le monde. Le monde occidental a baissé les bras de façon très lâche. Alors, les Nevi'im le savaient et nous ont déjà prévenus. Ne'emar v'halu moshim v'artzion nishpat et harisa v'aytal Adonai mlucha v'ne'emar v'aya Adonai le melech al kol haaretz v'yom hahu yeh Adonai echad u'shmo echad. On va écouter ça juste en quelques notes et on va faire au J'ai voulu finir par ça. Vous savez que depuis la guerre, je finis en général mes conférences en priant pour le shalom des Chayalim et pour la victoire. Alors je pense que cette guerre aujourd'hui à Gaza et de façon générale, ça fait partie de ce verset. C'est le début d'Israël qui reprend sa place au Har Tzion pour juger les nations et pour permettre à Kadosh Baruch Hu d'étendre sa malchoute dans le monde et dans l'espace et partout où un juif est en train de faire Shabbat d'après les règles de calendrier qu'on essaie de définir. Voilà. Shana Tova, Ktiva V'Chatima Tova. Toda Rabba. Merci beaucoup, Ariel. C'était Merci passionnant. beaucoup. Shana Tova. Passionnant. J'espère que ce n'est pas trop compliqué. Non, non, c'était bien. Bien J'ai expliqué. vu que j'ai un petit peu de mal moi-même. Non, non, très bien expliqué. En général, quand on fait un cours sur l'année du changement de date, alors c'est un cours d'1 heure et demie hein, pour expliquer comment ça fonctionne et comment les alinéas. Non, non, vous avez tenu le rythme, ça a été. C'était très bien. Merci beaucoup, Ariel. Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova. À l'année prochaine. Shana Tova. Mm.